Cédric Achille Mbeng Mesui, bonjour. Bonjour, cher Hichem. Je suis ravi de vous retrouver. D'abord autour de vos compétences. Vous êtes un financier et fonctionnaire d'une grande institution internationale. Vous avez écrit 6 livres remarquables sur l'Afrique, surtout le financement et cette culture de l'ingénierie du financement. Et vous avez donc, à travers les 6 livres, vous avez le tout dernier qui s'appelle Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo, aux éditions VA Éditions. Un livre remarquable, 234 pages. Alors, dites-nous d'abord, juste pour planter le décor, comment d'abord définir ce bassin pour que les gens comprennent exactement pour ça, pourquoi le choix du bassin du Congo, qui évidemment limite borde 6 pays de la région, et donc ce thème des minerais stratégiques. Merci, cher Hichem. Et je constate que vous avez le livre que je n'ai pas encore reçu. Vous êtes plus rapide que moi. Je suis jaloux. Vous avez le livre avant moi. Euh, Écoutez, vous savez, dans ces 6 pays, on trouve des minerais qui sont stratégiques pour la nouvelle économie, pour le passage au numérique et pour les technologies bas carbone. La région, pour faire simple, j'ai pris les 6 pays de la CEMAC plus la RDC, donc ça fait 7 pays. Il s'agit d'un territoire qui fait à peu près la même superficie que l'Union européenne, avec une population d'environ 150 millions de personnes, lorsque l'Union européenne, pour la même superficie, fait 400 millions de personnes. Oui, pour qu'on comprenne quels sont ces minerais stratégiques, vous pourriez les définir pour que les gens comprennent et les distinguer de ce qu'on appelle des terres rares. Oui, bien sûr. Alors, les terres rares, c'est 17 éléments chimiques qu'on trouve dans la nature. Mais ici, nous parlons essentiellement de cobalt, nous parlons de coltan, nous parlons de l'uranium, nous parlons de l'or, nous parlons de manganèse, nous parlons de cuivre et d'un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas toutes citer les 10. La stratégie pour établir cela a été à peu près celle-ci. Tous les pays avancés ont une liste de minerais stratégiques pour leurs industries, pour permettre de fabriquer à la fois des technologies pour le ministère de la Défense et bien sûr pour le civil. Et vous voyez le réarmement dans de nombreux pays, surtout les pays avancés. Ces minerais sont au cœur de la fabrication de ce matériel. Et sur les technologies avancées pour le civil, nous avons aussi ces matériaux qui sont utilisés. Alors j'ai pris toutes les grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine, les pays de l'Union européenne et d'autres, et j'ai regardé pendant plusieurs années la liste et la dynamique de leurs minerais stratégiques. Sur cette base, j'ai regardé lesquels étaient présents dans les 7 pays couverts par nous, parce que s'il fallait regarder les minerais stratégiques vus de nos pays, ce serait essentiellement leur capacité d'exportation et apporter des devises pour nos États. Ici, ce n'est pas seulement cela, c'est de voir la capacité de ces minerais à mobiliser la technologie. C'est ce qui est important. Et sur cette base, nous avons établi une liste de 10 minerais stratégiques qui pourraient aider ces pays à passer, à faire ce qu'on appelle un leapfrog, un bond en avant technologique pour fabriquer à la fois, s'insérer dans les chaînes de valeur industrielles pour pouvoir fabriquer des biens, des services utiles, que ce soit au secteur de la défense et au secteur civil. Donc, on sait aujourd'hui, vous venez de le dire, cette présence des minerais stratégiques, mais encore faut-il les transformer et les exploiter. Aujourd'hui, c'est le défi majeur de l'Afrique. Et vous le dites, d'ailleurs, le livre est remarquable d'abord parce qu'il y a une dimension opérationnalisation. C'est que vous apportez des idées et vous essayez de les mettre en équation pour permettre aux dirigeants politiques de pouvoir puiser là-dedans. Mais l'Afrique, on le sait, entre la parole et l'action, il y a un grand gap. Tout à fait. Et c'est pourquoi il faut vraiment être pragmatique et regarder le cheminement suivi par d'autres pays émergents qui ont fait un bond en avant sur les 30 dernières années.
je me projette sur 30 ans en voyant entre 2050 et 2060 pour pouvoir réaliser certaines propositions qui sont faites. D'autres pourront être réalisées dès demain, mais beaucoup dans cet horizon-là. La Turquie, la Corée du Sud et même la Chine, sur 30 ans, ont fait une grande transformation. Il faut regarder la formation sur tous les métiers qui rentrent dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Encourager la production des ingénieurs. Oui, mais peut-être l'élément clé, c'est de connaître aujourd'hui les ratios et comment monter pour pouvoir massifier ou élargir au maximum ce socle. C'est-à-dire Tout à qu'aujourd'hui, fait. ouais. Tout à fait. On a regardé et ce sont des métiers qui sont pas bien pourvus dans notre région. Pour fabriquer, il faut des gens qui font des sciences, des technologies, de l'ingénierie. Et nous devons mettre des moyens massifs pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne de valeur de l'économie du savoir. Il ne s'agit plus de construire quelques bâtiments pour faire une université, mais il faut un vrai projet industriel attaché à l'université pour que l'université soit une force motrice du progrès. Il faut contribuer à cela. Aujourd'hui, l'université de Lubumbashi est soutenue par un projet allemand pour renforcer l'expertise dans la fabrication de batteries électriques. C'est un projet qui se trouve en RDC, mais il faut l'étendre à toute la sous-région et pourquoi pas à toute l'Afrique. En Europe, on parle de l'Académie des batteries électriques et en Afrique, nous parlons d'un projet dans une seule université. Donc, au niveau du bassin du Congo, il y a des synergies que nous pouvons développer pour avoir la masse critique, pour pouvoir faire avancer la recherche et la formation. Ça, c'est la base. Et lorsqu'on a cela, il faut avoir des stratégies claires d'insertion et la mobilité des talents pour acquérir cette technologie. Les grands pays qui ont avancé leur technologie ne vont pas démanteler leur technologie du jour au lendemain pour l'installer dans le bassin du Congo. Il faut au départ avoir cette stratégie de mobilité des talents, de permettre à ce que nos ingénieurs, nos techniciens, nos ouvriers qualifiés puissent s'insérer dans certaines industries à l'international, dans les usines qui viennent exploiter les minerais dans nos États, notamment dans le manganèse, dans le cobalt et dans d'autres, pour acquérir cette technologie et pouvoir commencer en coproduction avec ces multinationales pour faire avancer et faire monter notre expertise. Mais on le voit, il y a une véritable urgence. Il y a du temps. Ces projets exigent du temps pour former, pour instiller les programmes liés à cette vision et surtout répondre aux attentes des populations. C'est que comment aujourd'hui, et vous le dites, vous essayez d'échafauder des scénarios et de faire des comparaisons, mais comment entrer dans le cercle, comment aujourd'hui pénétrer dans le cercle du concret, hein? Oui, nous avons la chance d'avoir plusieurs des matériaux stratégiques dont la plupart des puissances ont réellement besoin pour faire avancer et maintenir leur avancée technologique. Dans les contrats, il faudrait négocier cette insertion de nos professionnels, de nos experts dans ces métiers. Et nous devons avoir l'ambition stratégique de créer certaines usines, certaines industries localement. Je prends tout simplement la sidérurgie. Nous sommes capables aujourd'hui de faire de l'acier. Ça peut être au Gabon, ça peut être dans un pays voisin. Nous avons le fer, nous avons le manganèse, nous avons le niobium. Voici une industrie qui va servir d'autres industries, qui va soutenir l'industrie automobile, qui va soutenir l'industrie de l'armement. Nous avons aujourd'hui la capacité de le faire ici, avec des super alliages dans différentes régions. Nous avons effectivement la question des batteries électriques, des voitures électriques, qui devient un sujet de plus en plus essentiel. Nous avons la loi IRA aux États-Unis qui va protéger et favoriser la production de ces nouvelles technologies aux États-Unis. Nous pouvons nous insérer dans cette chaîne de valeur. Nous pouvons nous insérer dans la chaîne de valeur européenne. Nous voyons le travail qui est en train d'être fait avec le Critical Mineral Act en Europe. Nous avons la Chine qui est devant la plupart de ces pays dans tout ce qui est technologie. Lorsque vous regardez le classement fait par ASPI, qui est le centre de recherche australien, aujourd'hui la Chine est devant sur 37 et 45 technologies avancées. Et donc, ça montre quand même qu'il y a un travail qui a été fait et nous pouvons nous inspirer de ces modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit il y a 6 pays qui sont, et vous avez parlé de 7 pays avec le Tchad, mais c'est qui va piloter tout cela? Parce qu'il faut une convergence et une manière une cohésion permettant d'aller dans cette mutualisation. Tout à fait. Alors, c'est pourquoi
ce que je dis, je parle des 3 S, c'est-à-dire qu'il faut que les minéraux nous permettent de remplir les 3 S. Premier S, sécurité des territoires, sécurité des personnes et sécurité économique. Lorsqu'on a compris la dimension des enjeux, la protection de nos territoires et de nos économies, j'ai proposé une organisation où on avait une conférence des chefs d'État pour décider avec, bien sûr, un comité de soutien avec des ministres stratégiques et un comité opérationnel avec certains chefs d'état-major et nos chercheurs pour permettre de penser cette structure qui va nous permettre de faire un bond en avant. Il faut clairement identifier les zones où nous allons avoir le centre financier de la sous-région, avoir des productions industrielles complémentaires dans certaines régions, identifier cela, faire travailler nos universités, faire travailler bien sûr nos industries pour aller de l'avant. Aucun pays aujourd'hui n'a dans la sous-région les capacités d'avancer seul. Il s'agit de blocs. Justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le pays pivot, la RDC, 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², c'est un pays immense, mais un pays traversé par des forces centrifuges. Comment ce pays lui permettre d'entrer dans ce que vous dites, cette construction d'une sortie et le fait d'aller vers le développement, en tout cas. Tout à fait. Déjà, la RDC va trouver dans ce projet une opportunité de défendre ses territoires. Parce que les technologies que nous allons bâtir ensemble dans les 7 pays permettra d'assurer la sécurité des frontières. Et donc, ça devient un projet critique pour la RDC et les autres pays. Lorsque vous regardez autour de la zone des 7 pays dont je viens de parler, dans une vingtaine d'années, nous allons passer ici, dans la zone bassin du Congo, de 150 à 300 millions de personnes. Mais la CEDEAO à côté passera à 1 milliard de personnes, avec le Nigeria seul à 400 millions. Vous prenez l'Éthiopie, les 2 Soudans, ils seront à 300 millions d'habitants, et vous prenez le bloc Est, vous serez à 350 millions d'habitants d'ici 25 ans. Lorsque vous regardez autour du bassin du Congo, les densités humaines vont être très fortes. Donc, naturellement, le bassin du Congo sera… Normalement, c'est mauvais. La démographie, il faut la voir qualitativement. Est-ce que vraiment ça va servir à l'Afrique ? C'est justement cela que nous essayons de préparer. Nous avons largement le temps de préparer la formation et faire en sorte que cette démographie nous aide à réaliser un dividende économique. Il faut investir massivement dans le capital humain, dans la formation. Lorsque vous avez cette dynamique démographique que je viens d'expliquer avec tout ce qui va se passer au niveau des frontières, la zone du bassin du Congo présente aussi un intérêt en termes de terres arables. Il faut préparer cela. Il ne faut pas avoir peur, il faut préparer cela parce que si nous n'avons pas de projet industriel d'envergure qui vont permettre de mobiliser toute cette expertise à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, nous pouvons avoir des problèmes. Pour l'instant, je pense qu'il faut aller vers cette approche vertueuse qui est de créer des emplois, créer de l'expertise, mobiliser le capital humain, favoriser la mobilité des talents pour créer une vraie richesse dans cette sous-région. On voit quel est, par exemple, le rôle que pourra jouer l'Union africaine dans cela. On voit qu'il y a ce besoin de mutualiser et de généraliser la démarche avec un pilote pour pousser et accélérer le pas. Pour moi, le projet stratégique est peut-être le seul que devrait pousser davantage l'Union africaine au niveau de la zone du bassin du Congo, c'est le projet INGA, le projet d'énergie INGA. Vous avez vu en Chine avec les 3 gorges, le barrage des 3 gorges qui a permis de soutenir la fourniture d'énergie de la Chine pour sa transformation et son essor industriel. Nous avons l'équivalent en Afrique, c'est INGA. Si nous pouvons nous mettre tous ensemble pour faire avancer INGA, cela permettrait expliquer peut-être un projet de centrale hydroélectrique. C'est un projet hydroélectrique, un projet de fourniture d'énergie. Le barrage d'Inga peut, lorsqu'il est bien suivi, bien monté, peut permettre de fournir l'énergie à l'ensemble du continent, et donc l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, et il se trouve essentiellement en RDC. Et donc, c'est une énergie propre qui peut vraiment aider à être le moteur
de la transformation industrielle du continent. Donc, nous avons cette capacité et il faut peut-être se mettre à plusieurs pour y arriver. Et je pense que l'Union africaine peut jouer un rôle de leadership pour permettre et faciliter cela. La dimension qui donne aussi une force, mais pour le moment, ça reste en termes de construction très très lent, c'est la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange. C'est de l'incantation. Pour le moment, certes, les choses avancent petit à petit, beaucoup de pays sont intéressés. Ce grand marché a aussi ce risque d'être du Made in Africa. L'Afrique est loin de pouvoir satisfaire ces critères-là. Oui, alors la ZLECAf, ce qui est le grand projet, et il faut le préparer. Et je pense que les propositions que je suis en train de faire au niveau de la zone du bassin du Congo va aider ces pays à être des contributeurs avertis et de qualité pour la réalisation de la ZLECAf. C'est vrai, à chaque fois qu'on attaque un projet de cette dimension, on peut toujours voir des risques. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant. Au niveau du bassin du Congo, nous pouvons être la sous-région des industries lourdes parce que nous avons tous les minerais qui permettent de le réaliser. Nous avons le potentiel énergétique et nous devons bâtir les ressources humaines qui permettent de le faire. Nous pouvons fournir de l'acier à tous les pays de la zone qui participent à la ZLECAf. Nous pouvons apporter notre participation au niveau de l'agriculture, la transformation des produits agricoles au niveau de la ZLECAf. Donc, il y a des atouts. Nous avons accès à la mer. Nous avons aussi une grande forêt qui sécrète du carbone. Et donc, tout cela sont des atouts qui permettront effectivement à la zone du bassin du Congo d'être un moteur dans cette Afrique que nous voulons réaliser à l'horizon 2063. Vous êtes gabonais, donc vous êtes au cœur de l'Afrique centrale, dans cette région. Vous êtes depuis le début dans une démarche panafricaniste parce que vous avez cette vision et surtout cette connaissance pointue de la finance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à être optimiste parce que on voit quand même quand on fait le ratio entre les choses positives et ce qui ne va pas, on voit qu'il y a un décalage énorme en Afrique. Tout à fait. Alors, j'ai fait 49 pays en Afrique, une dizaine à l'extérieur, dans 60 pays dans le monde. J'ai pu noter que la volonté a une puissance qui dépasse les perceptions que nous pouvons avoir lorsque nous nous contentons de comparer des statistiques. Lorsqu'il y a de la volonté, on peut faire un bond en avant en quelques années. Et je pense que c'est cela qu'il faut initier, c'est ce qu'il faut insuffler dans nos régions pour avoir vraiment cette envie d'avancer ensemble et comprendre que les enjeux ne sont plus au niveau national, mais les enjeux sont au niveau régional. On est en train de parler de bloc lorsqu'on parle de l'Europe, on parle de bloc lorsqu'on parle des États-Unis, on parle de bloc asiatique. Rien que vous regardez au niveau de la technologie. Je regardais les statistiques et j'en ai partagé dans le livre de Statista sur la production d'ingénieurs. Aujourd'hui, l'Asie joue un rôle central. La Chine, numéro 1, c'est vrai, les Russes viennent en second, mais troisième, vous avez l'Inde, vous avez les États-Unis, vous avez bien sûr l'Iran, et vous avez des pays comme le Vietnam et l'Indonésie, la Corée du Sud, qui font beaucoup plus que les pays de la zone euro. Donc, lorsque vous regardez cette technologie, au bout de 30 ans, on a pu atteindre ces résultats, cela est bien possible en Afrique parce que nous allons avoir la jeunesse du monde. Lorsqu'on regarde nos populations, 50% de la jeunesse du monde sera africaine dans une vingtaine d'années. Et cette jeunesse, il faut continuer à investir massivement pour la former. Lorsque nous avons des ressources humaines de qualité, le reste, nous pourrons le faire. Je voudrais revenir sur la dimension des partenaires de l'Afrique. C'est très important. Vous avez parlé de l'Union européenne, vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de l'Inde, vous avez parlé de la Turquie. Mais quel est le partenaire le plus qui a la mentalité de l'Afrique, qui soit dans cette vision holistique de faire cheminer l'Afrique vers sa modernité? Alors aujourd'hui, nous avons une chance inouïe, c'est que nous allons regarder l'Afrique et nous allons mobiliser tous les partenaires. Nous allons prendre en chacun la capacité de nous aider à avancer. L'ami de l'Afrique, c'est celui qui permet à l'Afrique d'acquérir la technologie. Donc, tous les projets miniers, dans tous les projets d'infrastructure,
l'ami de l'Afrique, c'est celui qui va donner à l'Afrique une partie de la technologie. C'est cela qu'on devrait mettre. C'est pourquoi, dans le livre, je propose une législation, un cadre réglementaire pour les 10 minéraux stratégiques que nous avons choisis. Nous n'allons donner nos minéraux qu'aux partenaires qui vont nous permettre de gagner en technologie. C'est cela, notre agenda, garder une partie de la technologie ici pour pouvoir avoir l'autonomie nous-mêmes de faire avancer certaines technologies. Donc, nous n'avons pas de choix particulier. Nous sommes ouverts à l'Asie, nous sommes ouverts à l'Europe, nous sommes ouverts à l'Amérique. Ce qui est important, c'est de bâtir les infrastructures pour permettre de servir tous ces marchés avec une condition, la technologie pour nous. Comment aujourd'hui faire travailler les 6 ou 7 pays pour aller dans cette convergence-là que vous évoquez? Est-ce qu'ils sont préparés? On le voit, il y a énormément de forces centrifuges, en tout cas des divisions. Comment harmoniser et pousser ces pays à regarder cet avenir dans la construction? Nous allons continuer ce travail de sensibilisation. Il est vrai que lorsqu'on travaille sur toute l'Afrique, on voit la dynamique globale et que peut-être ceux qui travaillent au niveau national peuvent ne pas nécessairement voir ce qui est en train de se passer. Mais on doit comprendre qu'on ne peut pas développer certaines industries seules parce que nous n'avons pas nécessairement les capacités. Il faut comprendre le besoin nécessaire, le besoin de travailler ensemble pour faire avancer le continent. Donc, ce n'est d'abord un travail de mobilisation, un travail de sensibilisation pour qu'on comprenne que les enjeux sont à un autre niveau. Les enjeux aujourd'hui sont au niveau des blocs. Et les blocs, aucun pays seul dans la sous-région ne peut faire face à ces grands blocs. Prenez le Gabon ou bien prenez la Guinée équatoriale. Elle ne peut pas négocier seule face à l'Union européenne ou face à l'Asie. La Chine, c'était un continent. Donc, il faut se mettre ensemble et avoir des politiques communes. C'est pourquoi, sur ces minéraux, il y a tout un agenda attaché au développement des industries. Et bien sûr, il faut un cadre réglementaire commun pour que les forces et les potentiels partenaires ne jouent pas la compétition entre nous. Nous devons avoir une approche commune pour cela. Sans vouloir jouer à la politique fiction, mais est-ce que vous croyez, vous, que dans cette révolution numérique et digitale, c'est qu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui qui se déploient devant nous? Est-ce que vous croyez, vous, Frog, ce saut générationnel, ce saut en termes de savoir et de transformation, est-ce que vous croyez que l'Afrique soit en mesure de le faire? Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi il faut mettre des partenaires qu'il faut. Nous pensons que nous avons des jeunes brillants et qu'il faut les insérer dans les meilleures universités, dans les industries pour acquérir cette technologie. Vous voyez aujourd'hui dans la production de start-up dans le continent, beaucoup aussi de nos concitoyens qui travaillent en Europe et aux États-Unis et en Asie. C'est cela que nous voulons, c'est ces partenariats pour faire monter en gamme plusieurs de nos entreprises. Nous sommes vraiment orientés technologie, acquisition d'expertise dans les industries. Il ne s'agit plus de simplement construire des infrastructures et d'écrire des politiques. Il s'agit d'amener nos ressources humaines à acquérir ces technologies pour faire un bond en avant. On a vu les autres faire cela sur les 30 dernières années. Il n'y a aucune raison que nous n'y arrivons pas. On a envie vraiment d'être optimiste et de vous suivre. Je recommande particulièrement la lecture de ce livre qui m'a passionné parce qu'il fourmille de données et cette opérationnalisation en termes de faisabilité. Il s'appelle Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo. Cédric Achille Mbeng Mesui, merci d'avoir été avec nous et d'avoir montré la voie de cette Afrique de l'optimisme. Merci à vous et espérons que nous allons atteindre nos objectifs dans les 20 prochaines années. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.